Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En pleine période de mercato, je ne m'arrête plus, ça y est, je suis on fire. Après avoir réalisé le mercato idéal sur Auxerre, qui est sorti un peu plus tôt dans la semaine, vous savez que cette année, je me suis lancé le défi de réaliser chaque mercato dans chaque club. Et bien là, on va prendre un peu plus une vue d'ensemble, on va dézoomer un peu plus, on va essayer d'identifier pour chaque club de Ligue 1 quelle serait la recrue idéale. Donc là, on parle pas de réaliser chaque mercato, gérer les entrées, les sorties, on parle vraiment du joueur qui serait parfait et vraiment le joueur sur lequel le club devrait se concentrer en priorité. Donc évidemment c'est une vidéo que j'avais déjà faite lors du mercato hivernal dernier et qui j'ai vu de très bons retours sur cette vidéo. On avait notamment réussi à dénicher Mika Biret à l'AS Monaco. Au final le transfert avait réellement eu lieu avec la réussite qu'on connaît. Donc voilà, on va essayer d'être intelligent, de réfléchir et de surtout prioriser du coup les transferts, prioriser les postes en fonction des clubs. Et vu qu'on a 18 clubs à traiter dans cette vidéo qui s'annonce particulièrement longue, je vais essayer de pas trop en faire non plus, mais ça risque de durer au moins Avatar 2. Donc on attaque directement avec Le Havre. On commence du coup avec le HAC qui pour l'instant vit un mercato assez calme, bien qu'ils aient eu pas mal de joueurs qui aient quitté le club à l'issue de la fin de leur contrat ou à l'issue de la fin de leur prêt du coup en Normandie. Néanmoins le Havre devrait attaquer une période aussi de vague de départ assez importante, qui dit budget assez faible pour les Hackmen, dit surtout des contrats courts. Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat dans un an seulement et représentent une valeur marchande non négligeable pour l'économie havraise. J'entends par là notamment Etienne Yute Kinkwe, défenseur central, Aruna Sangante, défenseur central, qui font partie du coup des vraies bases, des vrais cadres de cet effectif, avec également Gauthier Loris qui évolue à ce poste-là. Donc ces deux joueurs qui pourraient, et dans l'intérêt havrais, devraient être vendus cet été, parce qu'ils représentent des ventes assez importante, et donc on va essayer d'aller dénicher un jeune joueur qui ne coûterait quasiment rien, parce qu'on le sait, Le Havre c'est vraiment un budget qui est très très faible. Alors là on parle d'une éventuelle vente du club, ou du moins d'une partie des parts du club pour renforcer un peu l'économie, mais bon, déjà s'ils passent la DNCG c'est un point très positif. Ça n'empêche qu'ils pourront pas se permettre d'aller chercher Yamal pour extrapoler. Donc on va essayer d'aller dénicher un jeune joueur qui ne coûterait quasiment rien, donc soit en prêt, soit un joueur libre, pour épauler Gauthier Loris, qui lui a un contrat qui va également jusqu'en 2026, mais représente une valeur marchande un peu moindre par rapport aux deux autres joueurs qui devraient quitter le club. Donc voilà, un jeune joueur qui pourrait progresser au fur et à mesure dans l'année, et qui, j'ai rajouté, non isolé dans le vestiaire, éviter d'avoir un joueur comme ça avait été le cas avec Emmanuel Sabi, un Américain qui était un peu isolé dans le vestiaire. Donc voilà, essayer d'avoir un joueur qui peut s'intégrer facilement autant à la Ligue 1 qu'au vestiaire havrais. Et c'est pour ça que je suis allé chercher Christian Marquez. Alors peu de gens le connaissent certainement, donc il arriverait libre, il est en fin de contrat avec Yverdon en Suisse. C'est pas tant un championnat dans lequel j'aime beaucoup piocher, parce que il y a il y a quand même un certain delta de niveau entre la Ligue 1 et la Super League suisse. Néanmoins, ça représentait une vraie opportunité de marché, parce que c'est un international jeune portugais qui a également la nationalité suisse. Il est né en Suisse, il est passé par Wolverhampton. On sait qu'il y a une connexion entre les Portugais et le club anglais de Wolverhampton, parmi lesquels sont passés Vitinha, Ruben Neves, et pour rendre un hommage à Diogo Jota qui a également fait les beaux jours de Wolverhampton. Voilà, c'est pour parler vraiment de la connexion entre le Portugal et Wolverhampton. Christian Marquez est passé par là, ensuite il a quitté le club anglais avec la concurrence, et cette année il a enfin fait une saison pleine à 21 ans à Yverdon, où il arrive en fin de contrat. Il a plutôt été bon, et surtout sur l'année, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on l'a vu démarrer en septembre, il était correct sans plus, et on l'a surtout vu bien finir avec Yverdon, où on a vraiment senti qu'il s'affirmait au fur et à mesure de l'année, et dans cette logique d'une certaine progression constante. C'est pour ça que je vais aller le chercher, parce que je trouve intéressant aussi de rajouter dans un effectif aussi expérimenté que celui du Havre un jeune joueur qui a une vraie dynamique positive, c'est-à-dire qui progresse et qui peut donc emmener dans sa progression d'autres jeunes joueurs au Havre. Ça va être aussi un intérêt. Et puis il ne serait pas isolé dans le vestiaire, puisque le Havre a d'ores et déjà enregistré la venue de Félix Mambimbi, qui vient de Saint-Gall, qui est également suisse. Donc voilà, il devrait y avoir une forme de clan dans le vestiaire, une forme d'affinité. Donc voilà, je vais chercher Christian Marquez comme étant la recrue idéale pour le Havre. C'est signé.
On passe désormais à Angers. Donc Angers qui s'est maintenu en Ligue 1 lors de l'avant-dernière journée, au terme d'une saison où ils ont alterné le bon et le moins bon. D'abord le terrible en première partie de saison, ensuite un hiver plutôt vertueux. En janvier-février, ils se sont complètement relancés. Les principes d'Alexandre Dujeu ont été assimilés par un effectif qui malgré tout n'était pas vraiment pléthorique, bien qu'ils aient été portés par un Imad Abdelli et un Esteban Lepol de haute facture, sans oublier le gardien Yaya Fofana. Néanmoins, de nombreux départs devraient avoir lieu cet été, à commencer par celui de Jean-Eudes Aoulou, qui a quitté d'ores et déjà le club. Je crois qu'il y a eu une résiliation de contrat, un accord comme quoi c'était la dernière saison et qu'à la volonté du joueur, il pouvait quitter le club. Donc c'est un joueur expérimenté qui quitte l'entrejeu angevin, qui a un jeune talent malgré tout au même poste, un certain Yacine Belgdim, ainsi que Haris Belkebla, mais qui est un joueur qui se blesse quant à lui beaucoup. Donc voilà, à moindre coût encore, parce qu'Angers pareil, c'est des finances très très limitées, surtout en période d'incertitude des droits télé. Donc il va falloir nous trouver un remplaçant à Jean-Eudes Aoulou, donc si possible un joueur expérimenté qui connaît la Ligue 1, et je suis allé toquer encore une fois sur le marché des joueurs libres, et j'ai aperçu un certain Nampalys Mendy. Alors, si on demande l'avis aux Lensois, il dirait que ça a été un vrai flop du recrutement artésien ces dernières années, lui qui est arrivé quand Lens jouait la Ligue des Champions pour apporter son expérience. Sa première saison a été complètement manquée, sa deuxième finalement a été manquée. Néanmoins, à partir du printemps, moi je l'ai vraiment vu monter en flèche. Là je pense à son dernier match quand Lens a mis 4-0 à Monaco. Il avait été exceptionnel juste derrière le duo El Ainaoui-Thomasson. Donc voilà, pour moi Nampalys Mendy peut encore beaucoup apporter, surtout à un club comme Angers. Il a pas un salaire, il a un salaire qui est important, mais qui devrait pouvoir être baissé. Pour lui, l'opportunité de rester en Ligue 1 est non négligeable. Il n'a pas beaucoup d'offres sur la table. Je pense qu'il peut être en mesure de baisser son salaire qui touchait à Lens. Dans tous les cas, son salaire baissera, mais il peut être en mesure d'accepter une baisse salariale pour pouvoir continuer à jouer en Ligue 1, et ne serait-ce qu'une signature d'un contrat d'un an. De toute façon, on ne parle pas d'un contrat longue durée, on parle vraiment d'une opportunité sur un an de renforcer l'entrejeu angevin. Donc voilà, pour moi ça peut se faire. Alors moyennant finance, il faut observer ça plus en détail. Je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allé chercher Nampalys Mendy comme étant la recrue idéale d'Angers. Donc voilà. On attaque avec un promu, champion de Ligue 2 l'année dernière, le club breton de Lorient, qui a vu un peu à la surprise générale Julien Laporte ne pas prolonger en son sein. Donc Julien Laporte qui était défenseur central titulaire aux côtés de Montassar Talbi en Ligue 2. Le club a donc été champion de Ligue 2, il s'apprête à monter en Ligue 1 et lui choisit le chemin inverse, c'est-à-dire de rejoindre un club qui est relégué de Ligue 1 vers la Ligue 2, à savoir le projet de Montpellier. Donc désormais Lorient doit s'atteler à lui trouver un remplaçant, parce qu'en interne il n'y a pas non plus mille et une solutions. On se doute que Nathaniel Adjei est encore trop juste pour être titulaire en Ligue 1. C'est un peu un constat similaire pour Formose Mendy. Donc voilà, on va chercher un jeune joueur pour pouvoir épauler Talbi et progresser du coup aux côtés de l'expérience de Talbi, qui lui est une vraie valeur sûre de l'effectif lorientais. Et le tout, encore une fois, ça risque de revenir souvent à moindre coût, c'est-à-dire que Lorient peut pas se permettre de mettre 10 ou 15 millions d'euros sur des joueurs dans cette période de mercato, bien que Loïc Ferry n'a pas caché ses ambitions pour la remontée du club en Ligue 1. Et ben en parlant d'ambition, je vais chercher un joueur qui est actuellement en test à Manchester City. Il appartient à l'Estac de Troyes, c'est l'ancien Nantais Junior Diaz. Alors étant supporter du FC Nantes, je connais bien Junior Diaz, je l'ai vu évoluer. J'ai beaucoup de regrets de ne pas l'avoir vu percer au FC Nantes, surtout que un an après son départ, aujourd'hui, il nous aurait été vraiment bien utile dans la période que traverse actuellement le FCN. Lui a fait son bonhomme de chemin en Ligue 2, un prêt à Annecy où il a progressé. Au début, c'était un joueur moyen de Ligue 2 jusqu'à devenir un bon défenseur de Ligue 2. Et là, cette année, il a tout cassé. Il était dans l'équipe type des révélations de Ligue 2 de l'équipe il y a encore quelques mois. Grand défenseur, 1m93. Alors Lorient ne pourrait pas faire un transfert définitif là-dessus. Néanmoins, je pense qu'après, avec option d'achat, un peu comme ça avait été le cas pour Abdoulaye Ndiaye à Brest cette année, est envisageable. Il a 21 ans. Pour moi, il serait vraiment complémentaire avec l'expérience de Montassar Talbi. Il est assez jeune, et si tant est que l'option d'achat est abordable et que le joueur réalise une très grosse saison et poursuit dans sa progression, Lorient tiendrait une vraie belle opportunité avec l'international espoir ivoirien Junior Diaz. Donc quand j'avais réalisé le mercato idéal de Lorient, je l'avais envoyé du coup du côté du Morbihan. Donc voilà, Junior Diaz à Lorient, c'est signé.
On attaque désormais avec le FC Metz, un autre promu qui rechercherait un renfort dans l'entrejeu, puisque c'est quand même un secteur de jeu que je trouve assez faible du côté de Metz, pas tant au niveau de la qualité, mais encore plus au niveau de la quantité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur de banc, c'est Joseph Ndukidi un peu, il y a Jesse Deminguet, il y a Benjamin Stambouli qui a rempilé, donc voilà, je chercherais vraiment un milieu relayeur qui soit capable de faire le relais entre le milieu et l'attaque, là où Gauthier est vraiment devenu un leader vraiment très offensif du jeu messin, on l'a vu notamment lors de la double confrontation face au Stade de Reims lors des barrages, donc je vais vraiment chercher un pendant à Gauthier, droitier du coup si possible, un joueur de l'autre côté et qui soit capable de faire le relais entre le milieu et l'attaque. Et bien ça tombe bien, Metz vient de Ligue 2, a été promu, je vais chercher un des joueurs qui m'a le plus marqué cette saison en Ligue 2, il vient de Guingamp, c'est Amin Emia, il a 27 ans, alors il a fait de sa spécialité l'idée de marquer des buts de loin, quelque chose qu'apprécie également Gauthier, mais lui voilà, c'est un profil différent, un peu plus athlétique, un peu plus relayeur, qui est capable de faire aussi un peu le sale boulot au milieu de terrain, tout en assurant des vrais relais offensifs et des stats. Je crois qu'il a marqué 9 buts cette saison en Ligue 2. Je pense que pour 2 millions à 2 millions 5, Metz pourrait réussir à réaliser ce coup-là. Ce serait non négligeable à mes yeux parce que c'est un joueur qui connaît une vraie ascension fulgurante dans sa seconde partie de carrière finalement. Il a joué à Chartres, ensuite il est monté en national, il a été repéré par Guingamp en national, donc il jouait à Martigues si je dis pas de bêtises. Il est arrivé à Guingamp, il explose à Guingamp en Ligue 2. La suite logique c'est la Ligue 1, ça tombe bien, Metz vient de monter, donc pour 2 millions, 2 millions 5, je vais chercher Amin Emia qui est franco-algérien et qui a réalisé vraiment une saison XXL avec Guingamp. Donc voilà, Amin Emia à Metz, c'est ma recrue idéale, c'est signé. On poursuit du coup avec le Paris FC qui fait les gros titres de l'actualité du mercato en démarrant avec beaucoup d'ambition. On savait pas trop à quoi s'attendre avec le groupe Red Bull qui est habitué à faire venir de jeunes joueurs. Et bien finalement, on sent plus aussi la patte Arnaud de vouloir réellement créer un mix entre jeunesse et expérience. C'est dans cette optique-là qu'ils ont signé notamment Moses Simon, que Benjamin André est pisté, bien qu'à mes yeux ce soit loin d'être fait parce que je vois pas trop l'intérêt pour Lille de se séparer de Benjamin André. Il y a eu Noah Sangui qui est arrivé également. On parle de Otavio, des jeunes défenseurs brésiliens du FC Porto. Donc voilà, moi néanmoins je vais m'intéresser au milieu de terrain en partant du principe que Benjamin André ne signerait pas au Paris FC. Je vais vraiment chercher un joueur complémentaire à Maxime Lopez pour l'épauler parce que Vincent Marchetti et Lohan Doucet ça risque d'être un peu trop tendre pour l'élite du football français, surtout au vu des ambitions du Paris FC, là où Maxime Lopez on le sait c'est le maître à jouer du club, il a déjà pas mal d'expérience, il a pas mal valdingué en Italie, formé à l'Olympique de Marseille, il a connu la pression du Vélodrome, bref. Toute son expérience fait déjà du bien au collectif parisien et du coup je vais essayer de lui trouver un joueur complémentaire, à savoir un grand gabarit, assez technique si possible, et du coup un jeune joueur qui pourrait progresser aux côtés de l'ancien Marseillais. Et c'est dans cette optique que je me suis tourné vers l'Autriche avec un joueur que j'avais déjà mis dans mon mercato idéal pour le Paris FC, à savoir Tochi Choukwani, international espoir danois, 22 ans, milieu de terrain qui a réalisé une très bonne saison avec Sturm Graz, à la fois en Ligue autrichienne et en Ligue des Champions. Alors c'est un joueur qui a une marge de progression qui est encore conséquente. Est-ce qu'il a déjà un très bon niveau Ligue 1? Je ne pense pas. Est-ce qu'il peut l'atteindre en un an ou deux? J'en ai la quasi-conviction. Et c'est dans cet intérêt que je vais le chercher. Alors il est assez grand, je crois qu'il doit être pas très loin des 1m85. Il est plutôt doué techniquement, il n'est pas lent pour autant. Voilà, c'est un joueur qui est assez à l'aise avec le ballon. Et c'est ce qui me laisse penser qu'on peut vraiment avoir un joueur, je ne vais pas dire dans le style Pogba parce que ce serait exagéré, mais à moindre mesure, avec une vraie marge de progression. Voilà, ce serait un Pogba prometteur à 22 ans qui pourrait du coup éclore au sein du Paris FC aux côtés de Maxime Lopez, qui je pense c'est un cadeau d'évoluer aux côtés de Maxime Lopez, surtout pour un jeune joueur, pour pouvoir progresser. Je pense que pour lui c'est la bonne marche à suivre, de rejoindre un club du top 5 et voilà, d'évoluer énormément, sachant que le Paris FC, tu peux peut-être l'acheter pour aux alentours de 8 millions d'euros, mais derrière tu peux le revendre peut-être pour 15-20 sans problème. Donc voilà, Tochi Choukwani, jeune joueur au Paris FC, c'est signé. On attaque désormais l'AJ Auxerre, donc j'ai sorti mon mercato idéal sur l'AJA il y a à peine quelques jours, donc évidemment je suis allé chercher un joueur que j'avais déjà envoyé à l'AJA là récemment, donc c'est un milieu de terrain titulaire côté gauche, milieu offensif qui est capable de jouer ailier gauche également, donc un vrai remplaçant de Ahmed Traoré qui était prêté du coup à l'AJA la saison dernière, qui a fait une très grosse saison, donc ce serait un nouveau dépositaire du jeu. Quand je dis remplaçant d'Ahmed Traoré, c'est aussi remplaçant de Gaëtan Perrin, c'est à dire que c'était un peu
peu les deux maîtres à jouer côté auxerrois. Donc la JA a déjà enregistré l'arrivée de Josué Casimir, mais dans un profil un peu différent, beaucoup plus latéral, moins dépositaire du jeu. Donc je vais vraiment chercher un maître à jouer, donc un jeune joueur sur lequel construire. Et c'est pour moi là-dessus que la JA doit faire le plus gros investissement du mercato. Alors ils n'ont pas énormément d'argent, mais sur ce transfert-là, ça vaut le coup. C'est Ringo Mirveld qui coûterait aux alentours de 3 millions d'euros. Il est à 1 an de la fin de son contrat, il a 22 ans. Et un peu comme Christian Marquez au Havre, il a connu une saison où c'est très simple. Il est monté en flèche comme ça, c'est-à-dire qu'au début c'était un bon joueur d'Eredivisie, il a fini, tout le monde le regardait, il a joué les barrages du coup de relégation pour permettre à son club de maintenir, il a été vraiment très très bon, il a démarré la saison comme milieu relayeur, ensuite on s'est rendu compte qu'en milieu offensif il était plus performant, il a même fait quelques matchs en tant qu'ailier gauche, 6 buts et 4 passes décisives cette saison. Donc voilà, un joueur qui est capable de fluidifier le jeu. Voilà, pour moi ce serait vraiment la piste idéale côté auxerrois. Donc voilà, Ringo Mirveld à la JA, c'est signé. On s'attaque désormais au FC Nantes. Alors, il y a beaucoup de boulot au FC Nantes, en témoigne le mercato idéal que j'ai réalisé dessus, où j'ai passé peut-être 2 mois à transpirer, à regarder des matchs pour essayer de dénicher des joueurs à moindre coût. J'étais parti en Grèce, je suis parti dans tous les sens, et parmi tout ce marasme qu'a été le mercato idéal que j'ai réalisé sur l'FC Nantes, il y a un joueur que je suis depuis longtemps et que je voulais vraiment mettre en avant, y compris dans cette vidéo. C'est au poste de latéral droit, donc Nantes a un besoin à ce poste-là, comme ils en ont à d'autres postes. J'ai privilégié ce poste-là parce que je pense qu'une solution plus offensive par rapport à Kelvin Amiens, ce serait vraiment intéressant pour Nantes parce que ça pénalise les coachs à se servir des latéraux. Luis Castro est arrivé à Nantes, on sait qu'avec Dunkerque l'année dernière, le latéral droit, à savoir Alex Georgen, n'hésitait pas à monter. Là où Kelvin Amiens, je crains un peu ses montées offensives pour le bien-être justement des velléités offensives de l'équipe. Donc pour moi, je vais essayer d'aller dénicher une opportunité de marché à moindre coût, un jeune joueur sur lequel on peut faire une plus-value. On sait que la revente de joueurs, c'est ce qui permet, y compris à Nantes, avec la vente de Simon, etc., de maintenir le club à flot économiquement, de passer la DNCG et de pouvoir rester en Ligue 1. Et je vais chercher Gustavo Garcia dans un des championnats que je regarde le plus. Un des championnats où Nantes a fait aussi ses meilleures plus-values, je pense à Diego Carlos il y a quelques années, Lucas Lima également. Donc là c'est un jeune Brésilien de 23 ans qui jouait au CD Nacional, qui était prêté par Palmeiras. Du coup il a l'avantage de connaître un peu l'Europe vu qu'il jouait du coup en Liga Portugal la saison dernière. Il a vraiment été très très bon, c'est un des joueurs qui réalise le plus de passes progressives en Europe pour un latéral. Donc voilà, très très prometteur, il a fait une bonne saison. Palmeiras, on les a vus à la Coupe du Monde des clubs, ils sont particulièrement performants. C'est une équipe avec beaucoup d'ambition qui ne comptait pas vraiment sur Gustavo Garcia, bien que c'est un des meilleurs jeunes qu'ils aient formés ces dernières années. Donc je pense qu'une vente aux alentours de 2 millions, 2 millions 5 pourrait être envisageable pour lui, qui souhaite revenir en Europe, là où sa première saison a plutôt été intéressante. Alors, je pense qu'il peut encore progresser défensivement. Néanmoins, à mes yeux, il a tout le bagage technique et d'intensité, la grinta, etc. Pour pouvoir s'imposer en Ligue 1, un peu comme un Douglas Augusto qui devrait quitter Nantes là, dans les prochaines heures. Donc voilà, c'est un peu un profil comme ça, sur le côté, avec des qualités offensives, bien plus qu'un Kelvin Amiens par exemple. Mais voilà, c'est un joueur qui est vraiment intéressant dans le jeu et qui peut, je pense, bien matcher avec Luis Castro. Donc voilà, je vais chercher Gustavo Garcia à Palmeiras. On passe désormais au Stade Brestois où tous les ans, en gros, il y a un grand ménage qui se passe entre les fins de contrat, les joueurs qui étaient prêtés. Tous les ans, il y a un grand ménage. Et cette année, on va rajouter un poste supplémentaire puisque Marco Bizot a d'ores et déjà fait ses adieux au Stade Francis Leblé. Alors, on attend l'officialisation de son départ qui ne devrait plus tarder. Donc, c'était un gardien qui a fait vraiment les beaux jours de Brest, qui avec Eric Roy a encore passé un step. Il a évidemment montré quelques limites en Ligue des Champions l'année dernière, mais peut-on lui en vouloir tant il a apporté aussi de la visibilité à Brest. Donc voilà, il a rendu de fiers services. Donc le Stade Brestois va devoir se mettre en quête d'un nouveau gardien, un grand gardien qui prend beaucoup de place dans les buts et sur lequel tu peux construire sur au moins 2-3 ans. C'est pour ça qu'il faut pas trop lésiner dans l'idée d'assurer un peu un coup à la Marco Bizot. Et bien je retourne à Sturm Graz en Autriche pour aller chercher le gardien Kjell Scherpen, néerlandais également, 25 ans, qui du coup appartient à Brighton où il était prêté du coup à Sturm Graz. Il avait été prêté en Autriche déjà l'année d'avant au Rapid Vienne si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un grand gardien qui prend beaucoup de place dans le but, il fait 2,05 m, il est particulièrement immense, un style du coup un peu à la Courtois qui prend beaucoup de place dans les buts, c'est ce
Moi, c'est une qualité qui, je trouve, est assez importante pour un gardien, parce que mine de rien, dans la tête des attaquants, de voir un monstre comme ça qui prend toute la place dans les buts, je peux vous assurer que voilà, ça rentre en jeu, et on sait que psychologiquement, ça peut les faire cogiter. Et pour moi, c'est important, et ça a été une des forces de Marco Bizot, et ça le serait encore plus pour un Kjell Sharpen, qui a 25 ans, s'il fait une ou deux bonnes saisons, tu peux le revendre plus cher. Là, il serait aux alentours de 4-5 millions d'euros à peu près. C'est une somme qui est non négligeable, même pour Brest, même malgré les 50 millions d'euros qu'ils ont obtenu de la Ligue des Champions. Mais voilà, pour moi, il ne faut pas lésiner sur le transfert, surtout au poste de gardien. On dit souvent, avoir un bon attaquant et un bon gardien, ça peut suffire à faire une bonne saison en Ligue 1. Le bon attaquant, ils l'ont déjà avec Ludovic Ajorc. On attend le bon gardien, et je pense que Kjell Sharpen serait le profil idéal pour le Stade brestois. Passons désormais, restons en Bretagne et passons désormais à l'épineux cas du Stade Rennais, où un grand ménage s'amorce cet été, beaucoup de joueurs sous contrat, déjà plusieurs départs, notamment les deux pistons, Lorenz Assignon a quitté Rennes direction Stuttgart, et Adrien Truffert devrait être le remplaçant, va être le remplaçant de Milos Kerkez à Bournemouth en Angleterre. Il a d'ores et déjà quitté le club, lui qui est international français, qui a été formé au Stade Rennais, et donc il va falloir trouver un nouveau latéral pour Rennes. Alors, il se dit que Rennes compterait malgré tout sur Mahamadou Naguida, mais au moindre doute sur la fiabilité de ce joueur qui a seulement 20 ans, formé au club également en Ligue 1, Rennes n'hésiterait pas à aller chercher un nouveau latéral. On parle de Quentin Merlin, etc. Moi, j'opterais plutôt sur avoir côté droit un jeune latéral et avoir côté gauche un latéral avec pas mal d'expérience. Donc voilà, je vais chercher un latéral assez complet qui est capable d'apporter offensivement, et c'est pour ça que je vais me tourner vers l'Italie et le Genoa, où je vais chercher Aaron Martin, qui a connu pas mal de pays dans sa vie. Il est passé par Mayence en Allemagne, où il a fait plusieurs bonnes saisons. Il est désormais au Genoa en Italie. C'est un Espagnol qui a 28 ans et qui sort vraiment d'une saison vraiment réussie à titre individuel dans l'équipe de Patrick Vieira. 8 passes décisives pour lui cette année. Donc c'est un latéral qui est vraiment complet, qui a de bonnes stats défensives, notamment au niveau des duels, qui se positionne intelligemment et qui surtout prend du galon de par son expérience, qui a un bon QI football, et 8 passes décisives malgré tout. Ce n'est pas rien, c'est assez rare, encore plus ces derniers temps, de voir des latéraux faire autant de passes décisives sur une année. Donc ça a été le cas d'Aaron Martin en Serie A. Je pense que ce serait le bon coup. Voilà, je vais bientôt sortir mon mercato idéal pour Rennes. Il sera certainement dedans, et j'essaierai d'aller chercher un piston plus jeune pour pouvoir créer aussi un équilibre entre expérience et jeunesse. Mais voilà, c'est pour ça que je vais chercher Aaron Martin au poste de latéral gauche au Stade Rennais. Donc voilà, le remplaçant de Truffert est trouvé, et on passe désormais à Toulouse Football Club, qui vient d'officialiser non pas une recrue mais son nouveau président, avec l'arrivée d'Olivier Cloarec, qui remplace au pied levé Damien Comolli, qui lui du coup est le nouveau président de la Juve, qui du coup est monté en galon au sein de Redbird, on peut le dire. Donc pour Toulouse, on va chercher un remplaçant d'Abourlal et de Xavi Babika. Abourlal n'est pas encore parti, il sort d'une saison où il a eu de grosses stats offensives, parfois un peu surprenante, parce qu'il a fait beaucoup de bien, il a porté beaucoup de points à Toulouse, mais néanmoins il y a eu des moments dans les grands matchs où on aurait peut-être attendu encore plus de lui. Néanmoins ça reste une vraie réussite du mercato toulousain lorsqu'ils sont remontés en Ligue 1. Xavi Babika, lui, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, il va falloir trouver un pendant à Yann Gbo sur le côté droit, donc un gaucher qui serait capable de rentrer du coup intérieur, capable de délivrer des bonnes passes, capable également d'avoir des stats, parce qu'on l'a dit, Abourlal a beaucoup de stats. Je crois que c'est 11 ou 12 buts cette année en Ligue 1, c'est le meilleur buteur, donc c'est non négligeable, et c'est pour ça que je vais me tourner vers l'Afrique du Sud. Vous allez me dire, mais tu es complètement fou, qu'est-ce que tu fais? Regardez les matchs de Sundowns, club sud-africain qui jouait la Coupe du Monde des clubs. Lucas Ribeiro, ce Brésilien de 26 ans, m'a tapé dans l'œil. Et pour 2,5 millions d'euros, pour moi, ce serait une super opportunité. Niveau stats, je crois qu'il a 21 buts et 16 passes D sur l'année. Il a fait un match XXL face à Dortmund à la Coupe du Monde des clubs. Alors, c'est pas une compétition dont je suis le plus fervent supporter. Néanmoins, ça m'a permis de découvrir quelques équipes et de découvrir certains joueurs. Et Lucas Ribeiro fait en partie de mes coups de cœur. Brésilien, milieu offensif, ailier droit, gaucher. Voilà, il rentre souvent sur son pied gauche et avec une très bonne qualité de passe, notamment dans la profondeur, dans les intervalles, pour casser des lignes aussi. Voilà, pour moi c'est vraiment le profil idéal pour remplacer Zakaria Abourlal. Il a 26 ans. Donc il a aussi pas mal d'expérience, il est déjà passé par l'Europe où il a joué à Charleroi en Belgique, ça doit faire 4-5 ans maintenant. Donc voilà, il était dans mon mercato idéal pour Toulouse, je le remets ici, pour moi c'est la recrue idéale pour le TFC cette année et lors de ce mercato.
On attaque désormais le dossier lensois en essayant de trouver une recrue idéale à Lens. Alors le secteur il est assez ciblé facilement puisque Lens a perdu Kevin Danso, ils se sont donc fait prêter Djoumaba par Manchester City dans le cadre du transfert aussi de Kusanov vers Manchester City. Mais maintenant que Djoumaba a été prêté à Nice, eh ben, le secteur défensif lensois est un petit peu à refaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il devrait y avoir une construction autour de Jonathan Gradit. Malang Sarr, bon, je suis moyen convaincu par les prestations de ce joueur-là. Et on sait que dans l'idée de Pierre Sage, c'est important d'avoir voilà, des vrais bons défenseurs qui sont également performants à la relance. Donc voilà, je vais essayer d'aller chercher un profil assez jeune, dans le but aussi d'une éventuelle revente. On sait que l'économie lensoise a très mal vécu l'année en Ligue des Champions, où il y a eu des transferts et des salaires qui ont été donnés qui ont fait beaucoup de mal à l'économie du RCL. Et donc je vais me tourner vers l'Angleterre et la Championship, où je vais chercher Matty Pollock, défenseur central anglais qui joue à Watford. Alors je tente un peu un coup à la Charlie Cresswell, on parlait de Toulouse juste avant. Charlie Cresswell est arrivé de Championship. Il y a des vrais bons défenseurs centraux jeunes anglais qui du coup, vu qu'ils ont joué dans les championnats anglais, ont déjà l'intensité, le côté athlétique suffisant pour la Ligue 1. Et en tant que défenseur central, c'est assez essentiel d'avoir ça. En plus, Matty Pollock associe à ça des vraies bonnes qualités à la relance. Il sort d'une saison vraiment assez pleine avec Watford, où malgré tout, il y a pas mal de concurrence dans ce secteur de jeu-là. C'est pour ça que je pense que Lens peut tirer une vraie bonne affaire de Matty Pollock pour seulement 3 ou 3,5 millions. Voilà, 23 ans, s'il fait une ou deux bonnes saisons, pareil, tu peux le revendre le double ou le triple du prix sans aucun souci. Donc voilà, 23 ans, Matty Pollock, qui du coup serait vraiment dans, si on s'imagine une défense à 3 lensoise, il serait vraiment au milieu avec toutes ses qualités défensives, fort dans le duel, duel aérien, duel au sol, il répond présent, pas mal d'interceptions également à son actif l'année dernière en Championship. Donc voilà, Matty Pollock à Lens, c'est signé. On se tourne désormais vers l'Alsace et Strasbourg, qui va être à la recherche d'un milieu défensif ou d'un milieu central titulaire, parce qu'il y a eu des départs importants. On s'y attendait à Strasbourg. Déjà tous les retours de prêt à Chelsea, George Petrovic, Andrei Santos, Habib Diarra qui fait l'objet d'une vente record à 37 millions d'euros à Sunderland. Donc voilà, on va y rester dans la stratégie Bluco de trouver un jeune joueur, si possible qui connaît la Ligue 1, qui est polyvalent, parce qu'on voit que Liam Rosenior donne une certaine importance à avoir des jeunes polyvalents. Diego Moreira est arrivé en tant qu'ailier, il a fait une grosse saison en tant que latéral gauche. Valentin Barco est arrivé en tant que latéral gauche, il fait une grosse saison au milieu de terrain. Bref, Liam Rosenior adore jouer un peu avec ses joueurs en essayant de leur trouver plus que des positions fixes, en essayant vraiment de leur trouver des positions où leurs qualités sont le plus mises en avant. Bakwa d'ailleurs a été reculé d'un cran pour vraiment avoir le jeu devant lui. Bref, Liam Rosenior est un génie à mes yeux, et c'est pour ça que Strasbourg a fait une aussi bonne saison. Et donc néanmoins, c'est pas une mince affaire de trouver un remplaçant à Habib Diarra et Andrei Santos. Mon mercato idéal sort dans les prochains jours sur le Racing Club de Strasbourg, et c'est dans cette optique que je vais chercher Valentin Atangana, donc qui sera du coup dans mon mercato idéal. Il descend avec Reims en Ligue 2 au terme d'une saison où lui finalement a pris du leadership à seulement 19 ans, c'est ce que je trouve intéressant. Alors c'est pas forcément le meilleur contexte ce qui s'est passé à Reims cette année, néanmoins un joueur qui a vécu autant d'émotions positives, négatives ces dernières années, il arrive assez renforcé mentalement, et je pense qu'à 19 ans c'est assez intéressant de le garder en Ligue 1. Pour moi il coche toutes les cases de la stratégie Bluco, d'un jeune polyvalent capable de jouer. Il a joué défenseur central, milieu défensif, milieu de terrain, jeune international U19, peut-être déjà aussi France Espoir, 19 ans seulement, qui du coup dégage une certaine aura, un certain leadership, ce qui m'intéresse beaucoup. On sait qu'Andrei Santos est très jeune mais dégageait aussi beaucoup de caractère, comme Habib Diarra qui était aussi le capitaine. Donc voilà, c'est vraiment aussi là-dessus que je vais chercher Valentin Tangana, qui du coup devrait quitter Reims cet été. Donc je ferai tout pour le garder en Ligue 1 à Strasbourg, qui du coup a la puissance financière nécessaire pour dépenser peut-être les 15 millions d'euros nécessaires à son recrutement. Donc voilà, Valentin Tangana à Strasbourg, c'est signé. Passons désormais au cas lyonnais, où on va mettre d'immenses guillemets, dans le sens où on va chercher un latéral gauche titulaire expérimenté pour remplacer Nicolas Tagliafico. Donc Tagliafico qui quitte le club libre, il se plaisait plus trop haut à Lyon, donc son départ est assez logique. On attendra de savoir si Lyon va rester en Ligue 1, c'est surtout ça. Les vraies attentes qu'on va avoir dans les prochains jours, c'est d'espérer que Lyon passe la DNCG et que ce club qui est historique reste parmi nous en Ligue 1. Donc on va vraiment chercher un joueur qui ne
coûte rien, qui connaît la Ligue 1, parce que malgré tout Tagliafico était un élément expérimenté du collectif lyonnais, et c'est pour ça que je vais chercher Gabriel Suazo, qui à la surprise générale quitte libre Toulouse. Ça a été annoncé par Damien Comolli juste avant son départ, du coup il est libre de tout contrat. Alors va-t-il retourner en Amérique du Sud ou va-t-il rester en Ligue 1? Pour moi c'est le coup parfait, c'est un joueur qui a fait 6 passes décisives en Ligue 1 cette année, qui connaît le championnat, qui a globalement depuis 2 ans est performant en Ligue 1, très complet, latéral très complet, comme Tagliafico, défensivement il répond présent et offensivement il apporte en plus, lui c'est un très bon passeur, donc voilà, Suazo pour moi a toutes les qualités pour faire partie du renouveau lyonnais, et le tout à moindre coût, c'est-à-dire que c'est pas un salaire énorme, c'est un joueur qui connaît les Ligue 1 et qui coûterait rien du tout dans le sens où il est libre de tout contrat. Alors je sais, il y a toujours des primes à la signature, etc. et ça dépendra évidemment de savoir où en seront les finances lyonnaises, s'ils arrivent à se maintenir en Ligue 1, mais voilà, pour moi ça pourrait faire partie des hommes forts d'un renouveau si Lyon parvient à rester dans l'élite. On attaque désormais aussi les clubs européens. On parlait de Lyon qui devrait disputer l'Europa League. C'est le même cas pour Lille qui a vendu et devrait vendre là dans les prochains jours Gabriel Gudmundsson à Leeds. Le dossier du latéral gauche fait partie des épineux cas à gérer côté lillois. J'ai sorti mon mercato idéal il y a quelques jours sur le LOSC. Donc Ismaili n'a toujours pas prolongé mais pourrait prolonger une saison de plus. Il a déjà 35 ans, il continue d'apporter sur certains matchs. Donc le vrai remplaçant de Gudmundsson, si possible, c'est de trouver un jeune joueur très prometteur qui serait déjà capable d'être titulaire, qui apporte des qualités plus offensives que le Brésilien. Donc Gudmundsson apportait un peu plus offensivement que Ismaili. Là, on va essayer vraiment de trouver un profil assez similaire. Donc c'est dans cette idée que je vais chercher Clément Bischoff, 19 ans seulement, qui a fait un Euro espoir exceptionnel avec le Danemark, avec les jeunes internationaux espoirs danois. Il joue à Brøndby, il est en fin de contrat dans 2 ans, il coûterait aux alentours de 7 millions d'euros je pense. 19 ans, il a un gros volume de jeu, donc il joue beaucoup piston à Brøndby où il fait des allers-retours en gros entre la défense et l'attaque. On a l'impression qu'il est sur pile électrique, il s'arrête jamais, il est très endurant. Ce qui est aussi une des qualités de Gabriel Gudmundsson et ce qui me renforce dans l'idée que c'est vraiment le remplaçant idéal du Suédois. Donc voilà, je n'hésite pas à utiliser le marché danois pour aller chercher Clément Bischoff, qui pour moi serait vraiment la recrue idéale pour le LOSC. Il était dans mon mercato idéal, je le remets ici, surtout qu'entre temps Gabriel Gudmundsson va réellement quitter le LOSC. Donc voilà, pour Lille, à mes yeux, Clément Bischoff serait une recrue vraiment parfaite. On continue avec l'OGC Nice qui va se mettre à la recherche d'un milieu défensif titulaire donc pour remplacer Santa Maria qui est retourné à Rennes puisqu'il était simplement prêté à Nice. Pablo Rosario lui arrive en fin de cycle à Nice et devrait quitter le club. Ça n'a pas été encore officialisé mais ça pourrait arriver très prochainement. Et surtout on est dans un secteur de jeu où certes il y a Hicham Boudaoui mais derrière Morgan Sanson et Ndombele sont assez fragiles, enchaînent les blessures. Alors Sanson même quand il est à 50% on se rend compte que ça reste un super joueur de Ligue 1. Néanmoins, aller chercher un jeune joueur dans ce secteur de jeu là pour rafraîchir un peu tout ça, je pense que ce serait assez intéressant. Donc un joueur qui serait capable de jouer vraiment dans un milieu à 2 avec Boudaoui par exemple, donc compatible avec les schémas que met en place Francaise, avec les milieux à 2 très forts, avec beaucoup d'endurance, beaucoup capable d'enchaîner les courses à haute intensité. Donc voilà, et puis du coup un jeune joueur prometteur. Et c'est pour ça que je vais chercher Stiger Rossing qui a fait une saison XXL avec Groningen en Eredivisie. Il est néerlandais. Donc j'ai cru voir que l'Ajax notamment au début de Mercato avait sondé un peu Groningen là-dessus. Je pense que pour 8 ou 9 millions d'euros Nice pourrait vraiment en tirer un super achat, surtout qu'il faut renforcer aussi en quantité l'effectif niçois, qui évitait un scénario comme l'année dernière où Nice finalement s'est écroulé en Coupe d'Europe à cause d'un effectif, de nombreuses blessures, etc. Donc là vraiment renforcer autant en quantité qu'en qualité l'entre-jeu niçois. Donc voilà, pour moi Stiger Racing, je vous invite vraiment à regarder des matchs entiers de sa part et de se rendre compte de l'activité et de l'importance qu'il a à seulement 22 ans dans l'effectif de Groningen pour savoir qu'il a déjà le niveau pour passer le cap en Ligue 1 et peut-être même du coup en Ligue des Champions si Nice parvient à passer les barrages au mois de juillet et au mois d'août. On suivra ça, donc Nice va avoir une saison un peu à rallonge et ça me renforce vraiment dans cette idée d'aller chercher un milieu supplémentaire, et Stiger Racing à mes yeux c'est le coup parfait. Donc voilà.
On attaque désormais avec l'ASM, qualifié en Ligue des Champions, auteur globalement d'une bonne saison, même s'ils ont mal vécu leur élimination face à Benfica. Leur seconde partie de saison était beaucoup plus hésitante, ils ont manqué d'expérience, c'est pour ça que là entre temps ils sont allés chercher Eric Dyer, Paul Pogba, bientôt ils vont sortir de sa retraite Carles Puyol pour vraiment rajouter encore plus d'expérience. Donc néanmoins, tant que Monaco n'aura pas de gardien titulaire digne de ce nom, je ne serai jamais convaincu. Ça fait 4 ans, c'est un problème éternel à Monaco depuis Subasic. Rendez-vous en compte quand même parce que ça coûte beaucoup de points à l'ASM. Donc je n'hésite pas ce coup-ci à faire un investissement. Je vais chercher une valeur sûre en Europe, un des meilleurs gardiens de Serie A l'année dernière, un grand gardien qui prend de la place dans le but et qui pourrait être intéressé à l'idée de jouer en Ligue des Champions. Et je vais chercher Vanja Milinković-Savić, le frère cadet de Sergueï qui joue à Al Hilal, international serbe qui monte en puissance au fil des saisons et qui là a atteint vraiment un très bon niveau. Je crois qu'il fait 1m96, il est très grand, il fait très peur dans les buts, d'ailleurs on voit sa tête, on sent que voilà, il fait peur quoi, et ça me plaît moi, pour un gardien, d'avoir un grand gardien comme ça qui prend de la place, qui n'hésite pas, un peu un style à la Donnarumma, avec un peu plus de puissance pour lui, donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Certes il a 28 ans, je pense que des paris sur la jeunesse, la SM en a déjà pas mal dans son effectif, il va peut-être même en faire encore sur leur mercato cette année. Ils sont notamment allés chercher Ansu Fati. Voilà, pour moi sur le poste de gardien, de base je voulais un autre Serbe, c'est Djordje Petrovic. Vu que Petrovic devrait rester en Angleterre et signer dans un autre club, je me tourne vers l'Italie et je signe Vanja Milinković-Savić. Alors je sais pas comment je pourrais l'estimer, peut-être aux alentours de 16-17 millions d'euros, je pense que c'est à peu près ça sa valeur. Donc voilà, Vanja Milinković-Savić à l'ASM, c'est signé. Il nous reste plus que 2 clubs à réaliser, les 2 clubs les plus populaires en France, l'Olympique de Marseille qui s'apprête à lancer sa saison sous le signe de la Ligue des Champions, sous le signe des ambitions, sous le signe de la continuité du bon travail qui a été fait ces dernières années par le trio Ravanelli, Benassia, Longoria. Et donc, on le sait, Marseille cherche un buteur supplémentaire en plus d'Amine Gouiri, donc polyvalent, qui pourrait par exemple pour mettre Amine Gouiri sur le côté gauche et mettre un nouveau buteur, bref, un remplaçant à Eli Wahi qui a été vendu l'hiver dernier. Neil Maupay ne met pas tout le monde d'accord à Marseille, donc un offensif supplémentaire. Marseille s'est tourné notamment vers Matisse Ablin. Bon, Valdemar Kita n'entretient pas de très bonnes relations avec l'Olympique de Marseille et il l'a fait savoir en réclamant 50 millions d'euros, qui est une somme évidemment dérisoire et qui ne correspond pas à la valeur du joueur. Néanmoins, Marseille cherche un jeune joueur à ce poste-là, à faire progresser en son sein, qui peut s'inscrire dans la durée dans le projet marseillais. Et c'est dans cette idée que je vais me tourner vers Saint-Etienne et vers Lucas Tassin, évidemment. Sauvez-le, empêchez-le de jouer en Ligue 2. À seulement 20 ans, il sort d'une saison à 12 buts en Ligue 1 et surtout d'une deuxième partie de saison où il a complètement explosé. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une progression linéaire. Et pour 15 ou 20 millions d'euros, à mes yeux, c'est un coup à tenter pour l'OM, ça me semble ne pas être un pari pour autant parce que c'est un jeune joueur qui dans tous les cas conservera une cote importante et pour moi il correspond déjà à quasiment tous les critères pour Marseille. On sait, jouer au Vélodrome c'est pas simple, supporter la pression c'est pas simple, mais Lucas Tassin il jouait à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard il avait déjà pas mal de pression. Alors peut-être pas autant qu'au Vélodrome, à l'OM, etc. Mais néanmoins, il connaît déjà ça. Il a connu aussi du coup une galère pour le maintien, puisque Saint-Etienne a été relégué en Ligue 2. Mais il sait ce que c'est, notamment que de jouer un derby où il a répondu présent face à Lyon. Il connaît un peu la pression. Et pour moi, voilà, il peut passer au step supérieur. C'est un joueur en plus de ça qui pourrait plaire à De Zerbi, dans le sens où c'est pas qu'un simple finisseur, c'est aussi un joueur qui participe au jeu. Donc voilà, il y a une vraie doublure à Amine Gouiri dans ce sens-là. Et voilà, pour moi, ce serait vraiment la recrue idéale pour l'OM. Je l'avais déjà mis dans mon mercato idéal qui était sorti à l'époque à la mi-mai, qui vous avait beaucoup plu. Et Lucas Tassin, pour moi, voilà, c'est vraiment la recrue idéale pour l'OM. C'est pour ça que je n'hésite pas et je vais le chercher à Saint-Etienne entre 15 et 20 millions d'euros pour l'empêcher de jouer en Ligue 2. Il faut qu'il reste en Ligue 1, c'est un vrai talent brut à seulement 20 ans, rendez-vous compte. Donc voilà. On termine avec le Paris Saint-Germain qui, on s'en rend compte, je trouve, notamment sur cette Coupe du Monde des clubs, manque un peu de profondeur de banc. Ça fait des années qu'on dit, mais comment font Nuno Mendes et Achraf Hakimi pour enchaîner autant de matchs? Le Marocain d'ailleurs dispute, là actuellement, devrait disputer face au Real Madrid au moment où je sors cette vidéo ce soir, son 67e match de la saison. Rendez-vous en compte quand même, hein, 67 matchs dans une saison, c'est colossal. Tu rajoutes à ça des entraînements, des déplacements, en veux-tu en voilà, parce que le PSG a quasiment joué toutes les équipes européennes cette saison, avec la réussite qu'on leur connaît, à savoir une victoire en Ligue des Champions,
compétitions et actuellement ils sont en lice sur toutes les compétitions dans lesquelles ils ont joué. Ils ont gagné la Coupe de France, la Ligue 1, bon bref, ils sont en train de tout gagner. Peut-être vont-ils même remporter les élections présidentielles en France en 2027, tant ils raflent tout sur leur passage. Donc voilà, on va chercher du coup une doublure de Nuno Mendes, parce que à mes yeux, Lucas Hernandez, ce n'est plus possible. Je ne l'ai jamais vraiment trouvé bon depuis qu'il est arrivé au PSG, et c'est sa blessure là qu'il a eu l'année dernière, ça l'a encore plus atteint, et il a vraiment été encore plus, il n'est jamais vraiment revenu de cette blessure. Et je vais chercher un vrai latéral pour pouvoir faire souffler Nuno Mendes. Et aussi, ça permet de rajouter un élément dans cette défense qui te mène parfois à décaler Marquinhos en latéral droit pour aussi faire souffler Hakimi. Bref, offrir une solution en plus à Luis Enrique. Donc je voulais un latéral complet et peu blessé. Dans mon mercato idéal pour le PSG, j'étais allé chercher Maxime de Kuiper qui, en plus de ça, a les qualités offensives pour être une vraie doublure à Nuno Mendes. Je veux éviter un second Mukiele parce que Mukiele était arrivé comme étant du coup le remplaçant, la doublure de Achraf Hakimi. Problème, il était plus blessé que Hakimi. Donc quand Hakimi s'est blessé, bah Mukiele l'était aussi. Donc au final, ça a mis le désordre et il a pas servi à grand chose. Donc je vais chercher un joueur qui est très peu blessé, une vraie valeur sûre, un latéral complet qui peut faire souffler Nuno Mendes. Donc un recrutement intelligent, et je me tourne vers Pervis Estupiñán qui fait les beaux jours de Brighton depuis 2-3 ans maintenant. Il est équatorien, comme William Pacho, avec qui il forme une défense exceptionnelle en Amérique du Sud. Je pense que la sélection brésilienne peut en témoigner, tant toutes les équipes sud-américaines se sont cassées les dents sur cette défense équatorienne qui est très solide. William Pacho en est un des hommes forts évidemment. C'est également le cas pour Pervis Estupiñán qui à 27 ans a vu arriver justement Maxime de Kuiper à Brighton. Il y a également Ferdi Kadioglu qui peut jouer à ce poste-là, donc Estupiñán pourrait être intéressé à l'idée d'un nouveau projet cet été. Donc je pense que pour Paris c'est largement dans les finances. Paris, on sait, est un club particulièrement riche malgré le contexte des droits télé actuels en France, surtout avec tout ce qu'ils sont en train de gagner cette année. Donc pour peut-être entre, je sais pas, peut-être qu'il doit valoir 25 millions d'euros, je pense que c'est non négligeable pour le PSG pour pouvoir aller chercher Pervis Estupiñán, une vraie doublure de Nuno Mendes, un vrai joueur fiable, complet, bon offensivement, bon défensivement, qui a le gabarit, qui a joué en première ligue et qui donc est largement capable de jouer autant en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Il a le côté athlétique pour, en tout cas. Donc voilà, Estupiñán au PSG, à mes yeux, c'est un coup vraiment parfait. C'est signé. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. On a passé tous les clubs en revue, 18 clubs, 18 recrues du coup idéal à aller chercher. J'espère avoir été le plus cohérent possible, autant sur le choix des postes que sur le choix des joueurs et des hommes. Essayez aussi de prendre en compte les contextes de chaque club. Donc évidemment, le fait que je fasse une série actuellement où je réalise chaque mercato idéal dans chaque club, ça m'aide à comprendre un peu le fonctionnement en interne. Et si j'essaye de m'immiscer au mieux dans chaque contexte, j'espère en tout cas l'avoir aussi bien réalisé dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.